savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour. Mario. C'est une nouvelle annonce du gouvernement de Justin Trudeau qui a été faite cet après-midi, qui s'implante dans cette longue liste, l'effeuillage de Trudeau durant les dernières semaines. Si je l'appelle comme ça, mais c'est pas pour rien, c'est que c'est une des premières fois dans l'histoire où on a ça comme mesure prébudgétaire. Mais tu sais que je sais pas pourquoi je pensais que le budget c'était la semaine prochaine. Puis là, tu sais, ce matin, en travaillant, je dis, non, le budget c'est le 16, tu sais, dans le fond, le 16, on est le 2, il reste 14 jours, là, tu sais, dans deux semaines. Là, je veux dire qu'on est déjà à 4e annonce, c'est que techniquement, il pourrait rester, bon là, tu vas me dire, t'enlèves les jours fériés, t'enlèves les fins de semaine, mais il pourrait rester une bonne dizaine d'annonces, là. Ben oui, absolument, Mario. Il pourrait y avoir une annonce par jour jusque-là. Le jour du budget, là, il n'y aura pas de budget. Ils vont nous annoncer que le Canada est en faillite. Là. La ministre des Finances va juste se présenter au lutrin et elle va dire, bon, ben basé sur les annonces des 2 dernières semaines, on ferme. Ça fait 2 mois que j'essaie de dire à Justin, arrête d'annoncer des trucs, puis il continue. La banque a appelé hier soir, on ferme. Ouais. Ben non, ça se pourrait d'ailleurs, Mario, parce que ça va être le suspense. Ou bien qu'il y a un huissier qui va avoir tapé qui court après Justin. Qui va avoir tapé le tour du Parlement fédéral. Il pourra même pas rentrer pour la lecture du budget. Ils ont saisi. Ça va être écrit saisi. La Chambre des communes reprise. Chambre des communes saisie. Ça va mal. Ben, tu vois, peut-être que Paul Saint-Pierre-Plamondon va être content. Peut-être que le Canada va devoir vendre le Québec. Il rêve de ça, là. Mais peut-être que le Canada va devoir vendre le Québec pour combler ses dettes, Mario. Qui sait? Qui avait acheté ça quand la Louisiane a été à vendre? Déjà, c'est les États-Unis. Pour être acheté par Donald Trump. Ça me tente moins soudainement. Ouais. Bon, revenons à nos moutons, Mario, parce que c'est une nouvelle mesure qui est annoncée. Puis comme tu le dis, c'est mesure après mesure après mesure qui sont annoncées avant même que le budget soit dévoilé dans 14 jours. Et là, on a des mesures, mais qui vont coûter cher. Puis ça va rester le suspense jusqu'à la fin, Mario. Combien va être le déficit, parce qu'il y aura déficit, c'est absolument certain. Là, au Canada anglais, ça budget. parle de 50, 60, 50 quelques milliards. Alors, même qu'on avait annoncé là, du côté de Mme Freeland, on parlait là, dans sa dernière mise à jour économique, on parlait de pas mal moins là, de plus aux déficit. alentours de 30, mais juste te dire que le Québec parlait de toi, ils ont fait 11, l'Ontario parlait de toi, ils ont fait quoi, 9, 10? Ouais, là, ça fait pourrait que le être... Canada qui parle de 30, d'après moi, il pourrait faire plus. Là. Ça pourrait être plus. Mais bon, la mesure d'aujourd'hui est annoncée quand même, Mario, dans tous les cas. Et là, on veut délier les cordons de la bourse dans le prochain budget pour être capable de financer la construction de nouveaux logements. Après s'être fait talonner aussi longtemps que ça par les conservateurs, mais enfin, mais là, on finance agit. Pas, la lance d'aujourd'hui, on finance pas comme tel les logements. On finance les quartiers pour implanter des logements. Donc, voilà, parce que construire une maison, Mario, c'est bien beau. Construire des condos, c'est bien beau. S'il n'y a pas d'eau potable, si t'as pas de manière de gérer les déchets, si t'as pas les égouts, toute l'infrastructure autour d'un quartier. Là. Voilà, et c'est ce qui va être implanté à cause de cette enveloppe de 6 milliards de dollars-là. C'est vraiment ce qui va être déposé. C'est un nouveau programme. Là. On dit qu'il y a 1 milliard de dollars déjà qui est mis cette année. Celui-là là, pour aider les municipalités à répondre aux besoins qui sont les plus urgents, donc pour mettre des programmes déjà en place. Mais les 5 autres milliards de l'enveloppe, ça va être des négociations entre Ottawa et les provinces, Marion. C'est donné un échéancier fixé. Puis les municipalités et les provinces vont se soumettre à des conditions pour avoir leur part du gâteau. Ce que ça te fait penser à quelqu'un, ça, Pierre Poilievre, qui dit qu'il va donner l'argent aux villes qui font vite puis qui... Je regardais ça, je me disais, évidemment, il peut pas dire le même mot à mot que Pierre Poilievre, mais regarde, les provinces et les municipalités devront se soumettre à une série de conditions pour avoir leur part du gâteau. Oui, d'ici le 1er janvier 2025, ça doit être négocié puis approuvé, Mario. Puis cette fois-ci, de ce qu'on dit du gouvernement Trudeau, il n'y aura pas l'option, là, par exemple, d'avoir un droit de retraite avec pleine compensation, là, comme a souvent fait le Québec, par exemple, pour ce qui est de l'assurance médicaments, pour ce qui est le Québec des est aux garderies. abois, là. Bien, absolument. Tout à l'heure, on a eu déjà une réaction, là, entre autres. J'en parlais tout à l'heure, mais de Paul Saint-Pierre-Plamondon, qui est un des principaux intéressés quand on parle quand même là, de traction avec Ottawa, qui dit que Justin Trudeau, essentiellement, est responsable des problèmes qu'on a en immigration, en langue française et en infrastructure, donc en construction de logements. Puis que maintenant, pour régler les problèmes, Justin Trudeau est un pyromane qui essaie d'éteindre des feux. C'est comme ça que M. Paul Saint-Pierre-Plamondon le présentait sur Twitter, Feu Twitter X, il y a quelques minutes à peine. Donc, vraiment, ça va être d'autres tractions, d'autres négociations avec Ottawa qui vient s'ingérer un peu, Mario. Si on veut, là, oui, le logement est une compétence provinciale, mais là, des infrastructures, c'est comme dans un entre-deux. Oui, absolument. Non, mais clairement, il y a 2 affaires sur lesquelles Justin Trudeau a mis un X. Là. La bonne entente avec les provinces, puis la situation financière du Canada. Ça,
En échange, lui, il dit, moi, je veux avoir l'air du gars qui est hyper actif sur les questions sociales, logement, aide aux pauvres, tout ce qui est social, les jeunes ménages, les gens qui en arrachent. Et donc, probablement pour aller rechercher une clientèle plus jeune qu'il avait à l'élection de 2015 qu'il l'a fait élire, aller piger dans la clientèle du NPD. Mais il y a... Puis, ça marche jusqu'à maintenant, on dira ce qu'on voudra. Depuis une semaine, on parle plus de Pierre Poilievre, ou beaucoup moins. C'est Justin Trudeau qui a repris la pôle. Fait qu'avec du négatif dans l'histoire, mais c'est lui qui a repris, on va dire, le gouvernail de la discussion. Mais tu vois, Mario, il a déjà même répondu à tes critiques, M. Trudeau. Il a dit que ces nouvelles annonces en prévision du prochain budget, mais c'est une gestion prudente et responsable des fonds publics. Il a toujours dit ça. Oui. Après 9 ans, il a toujours utilisé ces termes-là, mais après 9 ans de gestion prudente et responsable des fonds publics, si j'arrondis les chiffres, il est arrivé au pouvoir, le Canada avait une dette de 600 milliards, accumulée de la Confédération en 1867 jusqu'à 2015. Puis, en 9 ans, il l'a doublé à 1 billion 200 milliards, 1200 milliards. Un peu plus maintenant, ça va être plus. Là, au prochain budget, ça va être nettement plus. Et ça, c'est pas prudent et responsable, Mario. Oui, c'est ça. C'est très prudent. Tout savoir en 24 minutes. On en parlait tout à l'heure, mais revenons-y parce que c'est ce qui fait jaser les Québécois et les Québécoises, Mario. Tempête de neige qui s'annonce dès demain soir sur le Québec, mon Dieu. C'est quasiment, je regardais la météo, c'est quasiment un 3 jours de chenoute, Oui, ça a failli sortir, parce que... 3 jours de... C'est sûr que c'est sacrant, un tout petit peu. Hein? Après une fin de semaine, longue fin de semaine de Pâques, on a eu du beau soleil, de la belle température, les gens sont dans les parcs, les gens sont sur les terrasses qui commencent à peine à rouvrir. Ça commencerait ouest du Québec, quelque chose comme demain en fin de journée, demain soir, toute la nuit de mercredi à jeudi. La journée de jeudi, ça va être de la neige. En fait, pour le sud du Québec, mélange pluie-neige, ils disent que la température va être 0. Fait qu'on sait pas trop qu'est-ce qui va être le mélange pluie-neige, mais il y aura de la neige, c'est certain. Ouais. Puis ça se continue, ça déborde sa journée de vendredi en s'en allant plus vers l'est du Québec, même jusque dans la nuit de vendredi à samedi dans l'est. Un système dépressionnaire qui nous parvient du Colorado qui va causer tout ça. On parle entre 10 et 20 cm de neige. Aux États-Unis, le système, il a fait du dégât tout le long. Là. Il y a eu de la grêle. Ils ont tout eu de la pluie violente, de la grêle, des grands vents à travers ça. Ils ont tout eu aux États-Unis sur le chemin de ce méga système. Puis on risque d'y goûter, nous aussi. Puis donc, ça va La bonne nouvelle, Mario, pour ceux qui détestent cette neige qui s'en vient dans quelques instants, mais c'est qu'elle va fondre assez rapidement. Comme tu l'as dit, là, il y a une moitié qui risque d'être de la pluie. Puis une fois que le sol est dégelé, puis que le sol est plus chaud, c'est sûr que ça fond vite, mais c'est dégueulasse pareil. Là. Mais c'est dégueulasse pareil, puis ça va venir impacter aussi, Mario, l'opération du Grand Ménage de Montréal qui est si bien amorcée. Voilà, ça a été lancé hier en grande pompe, équipe de nettoyage. Mais moi, je me souviens de tout. Ils avaient quand même annoncé il y a 3 semaines, quand le printemps était beaucoup plus hâtif que prévu, puis il n'y avait plus de neige. Ils avaient quand même annoncé qu'ils allaient prendre les mesures, puis qu'ils allaient faire qu'ils allaient amorcer le nettoyage, là, malgré que les interdictions de stationnement ne sont pas encore en vigueur. J'ai compris dans l'annonce d'hier que finalement tout ça a été abandonné, puis qu'il n'y a rien qui a été devancé du tout. Mais on a avancé dans le sens où là, on a mobilisé toutes sortes d'équipes. Il y a quelques cols bleus qui ont ramassé des papiers à la main des parcs. Je pense que c'est ça. Là. Voilà, c'est quand même une opération de 50 millions de dollars qui s'est amorcée. Mario, on parle 600 véhicules d'entretien qui sont déployés un peu partout là, sur le territoire. Le problème, c'est qu'il y a de ces véhicules-là que c'est des véhicules de neige. Là. On se comprend que d'habitude, c'est les petits véhicules avec des pelles que vous voyez vous promener ces trottoirs pour déneiger tout l'hiver. Mais on enlève la pelle, on met un réservoir, on met des tuyaux en avant, puis c'est ce qu'on utilise après ça. Brosse, balai, tuyaux pour être capable de nettoyer tout ce qui est trottoir et autres surfaces de la ville. Là, on a beaucoup de cet équipement-là qui a été déjà remobilisé pour faire face au ménage. Mais c'est parce qu'il en reste pas mal moins pour ce qui est pour la neige, Mario. Là, on dit qu'il reste un 25% d'appareils encore qu'on gardait en réserve. Donc, de ce côté-là, on est prêt. Puis heureusement que ça va fondre rapidement. Là. C'est vraiment ce qu'on est en train de comprendre. C'est ça qui va être la clé. Là. C'est la fonte rapide. Oui. Mais s'il en tombe plus que prévu, j'entends qu'on va être quand même un peu mal pris à Montréal. Un peu mal pris à Montréal. Ce matin, notre collègue Alexandre Dubé a reçu Philippe Sabourin, justement, de la ville, le porte-parole administratif de la municipalité. C'est pas un pessimiste, lui, hein? Non, absolument pas, Mario. Il a un bon moral, lui. Il a un bon moral, surtout qui était quand même assez réaliste, je te dirais, dans l'entrevue qu'il a livrée à Alexandre ce matin, en parlant du ménage qu'ils doivent faire à Montréal, mais surtout de tout ce qu'il y a comme déchets. Hein? Puis on en a parlé souvent dans nos émissions en disant...
ça se peut-tu qu'il y ait un peu de citoyens qui soient des cochons? Tu sais, peut-être la ville ramasse mal de temps en temps, où il y a des mauvaises mesures, c'est mis aux mauvaises places. Je comprends que quand il y a une canette à terre, puis qu'elle reste là longtemps, tu peux chialer contre la ville qui l'a pas ramassée, mais c'est pas Valérie Plante qui est venue sacrer une canette sur le bord du trottoir. Là. Ben oui, puis on peut d'ailleurs entendre là, Philippe Sabourin ce matin, c'est un peu ce qu'il expliquait, Mario, puis je t'avoue que moi, il a pointé du doigt là, le type d'objet qu'on retrouve le plus là, à terre à Montréal. On peut l'écouter. C'est facile de dire la ville est sale. Encore faut-il regarder ça un peu de plus près. Là. Pourquoi elle est sale? Dans les grandes artères, c'est beaucoup ce qu'on retrouve, là, des contenants. Hein? On achète la restauration rapide, puis on se donne pas la peine de se départir du contenant. La restauration rapide, puis ça m'a fait allumer, on dirait. C'est vrai là, que c'est des contenants de Starbucks, McDo, IW, des vieux sacs, des vieux emballages. Pas Starbucks. La clientèle de Starbucks, là, ils ont une éthique, puis tout, c'est qu'il y a des messages éthiques partout dans le magasin. Oui, c'est vrai. pas une clientèle qui laisse traîner son verre. T'as dû te tromper, c'est impossible. C'est peut-être des gens qui sortent des poubelles pour donner mauvaise presse. C'est des gens qui ont une bonne conscience, des gens qui vont chez Starbucks. Tu payes ton café 7 $. Faut que dans le 7 $, il y a un petit peu de bonne conscience que tu t'achètes là, pour les messages qui sont sur les murs. Là. Bon, ben t'as raison, Mario. Tu vois, nous devons nous tromper dans ce cas-ci. Bref, c'est intéressant de savoir quand même là, à quel point la ville était connectée avec ces enjeux-là, puis d'être capable là, d'en parler. Mais comme ce matin, là, il vantait, là. Ce matin, j'avoue, là, m'en venait sur le boulevard Maisonneuve vers TVA, je capotais, là. Je sais pas comment les gens attachent leurs sacs de vidange. Tu sais, les sacs de vidange, mais là, c'est des sacs qui étaient ouverts ou c'est des animaux qui les ont déchirés. Les vidanges là, roulaient dans la rue sans niaiser au vent, là, les vidanges, les papiers. Je roulais dans un dépotoir. C'est pas compliqué, je roulais dans un dépotoir. Puis encore là, c'est pas de la faute de la ville. Je pense que c'était un matin d'ordures. Là, les gens, ils avaient sorti. Mais la quantité de sacs d'ordures qui étaient éventrés, déchirés, ça n'a pas d'allure. C'est notre version, dans le fond, Mario, ici, montréalaise. Tu sais, les herbes qui roulent là, dans les films de Far West, les westerns, dans les États-Unis. Nous autres, c'est un beau sac de McDo qui tourne. Mais comme ça, le ramassage des ordures, ils vont devoir trouver une façon de faire, je sais pas, avec des conteneurs, des façons de faire plus propres. Là, les petits sacs sur le bord du chemin avec les animaux, avec les chats déchirent. Il y a quelque chose qui marche plus. Là. Actualité. Un autre sondage qui nous parvient de Léger dans le journal de Montréal ce matin, qui est assez intéressant. Merci, Mario, pour tout ce qui est d'habitude de consommation, là, parce que c'est resté un des grands sujets là, d'enjeu de l'heure, celui de la consommation énergétique du Québec. On le sait, on doit trouver d'ici 2035 là, doubler la capacité complètement d'Hydro-Québec, sinon on sera plus capable de survenir. Et là, on a sondé du côté de Léger les Québécois, les Québécoises pour savoir exactement dans quelle modalité on serait capable. Qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire? Exact. Quel genre de sacrifice on est prêt à faire pour pour le résumé, là, c'est les grosses entreprises, Huawei qui fassent ça, les propriétaires d'appartements, Huawei qui fassent ça, puis toi, Joe, non, moi, rien. Ah ben pas rien, Mario, pas rien. C'est un petit peu ça. Oui, c'est 3 Québécois sur 4 en ce moment qui disent qu'ils vont être capables là, de faire des sacrifices. 77% quand même des gens. Ouais. Après ça, mais en fait, dans le sondage sur les sacrifices concrets, là, les douches, c'est quand même impressionnant les pourcentages de gens qui disent « je le fais déjà ». Oui, c'est intéressant de le voir, Mario. Des 20-30% des gens, plein d'affaires qui disent ça, là, sont ni dans la catégorie je refuse, ni dans la catégorie je suis prêt, je le fais déjà. Voilà, puis là on parle, des douches de 4 minutes, mais par exemple, c'est le chauffage à 19 degrés à la maison, faire son lavage, son séchage de linge la nuit, là, dans des périodes tarifaires le moins importantes. Sauf que quand on dit période tarifaire, c'est des périodes où il y a moins de pointes. Mais présentement, pour Hydro-Québec, si tu le fais la nuit, c'est plus avantageux pour Hydro-Québec. Parce que c'est une période tarifaire plus intéressante pour Hydro. Mais toi, là, pour le trouble d'avoir programmé ton lave-vaisselle qui part la nuit, t'as zéro économie. Non. Parce que nous, le tarif est le même 24 heures. Fait que ça, tu comprends que c'est... Déjà, c'est une absurdité. La tarification dynamique, là, c'est urgent. Que minimalement, on dise, l'électricité, elle coûte pas le même prix. Elle coûte pas le même prix à 6 heures le soir, pas à minuit. Fait que les personnes qui font attention, qui déplacent leur consommation, soient récompensés. Puis il y a 48% des gens qui sont d'accord avec celle-là, Mario, là, avec la tarification modulaire. Donc, on va avoir beaucoup de Québécois qui vont supporter tout ça, mais il y a un point. La hausse pure des tarifs comme moyen de réduire la consommation, ça... 83%, non. Mauvaise mesure pour favoriser une réduction d'énergie. Puis c'est ce qu'on analysait, là, entre autres, là, du côté de Christian Bourque. Ce matin, j'expliquais à la télé que c'est quand même... Je veux dire, moi, je suis économiste, puis si tu veux que les gens réduisent leur consommation, c'est ça le moyen. À la limite, changer d'heure, ça fait un peu ça. Là, tu changes le prix à certaines heures, mais...
Tu veux que les gens consomment. Tu sais, mettons que tu es à Londres, là. Ici, là, l'électricité est à 7, avec l'augmentation d'hier, 7,8 sous le kilowattheure. À Londres, elle est à 59,8. 7,59. Mais quand tu sors d'une pièce à Londres, là, tu fermes la lumière. Je veux dire, quand tu sors, tu baisses le chauffage. Tu pars une demi-journée. Tu penses, parce que t'entends le compteur virer, là, tu te dis, hey, ça coûte tellement cher. Mais ici, au Québec, on est vraiment habitué à dire, l'électricité, c'est une lumière allumée, mettons, pendant un après-midi pour rien. C'est quelques cents, c'est 3 cents. Ça vaut même pas la peine. Ça vaut même pas le geste de faire clic. Même si c'est absurde de laisser une lumière allumée dans une pièce où il y a personne, il y aura personne, ça n'a pas d'allure. Mais on s'en fout, là. Ceci dit, les gens veulent rien savoir. Écoute, dès que je parle de ça, les commentaires, j'en mange toute une. Et j'essayais d'expliquer. Je sais que c'est difficile. Maintenant que j'arrive devant quelqu'un, je te propose un deal. Moi, je vais te mettre en place dans ta maison. Tu changeras pas ta vie, là. Tu t'empêcheras pas de faire tes activités, regarder la TV. Mais je vais te mettre des meilleurs équipements, meilleure isolation de tes fenêtres. Tu vas économiser 20% de ton électricité. Puis je vais monter ta facture, de ton tarif au kilowatt de 20%. Donc, tu vas payer la même facture. Tu perds rien. C'est juste à des meilleurs équipements. Les gens vont dire non. Ben, c'est-à-dire que les gens, ils croient pas. Puis là, les gens, ce qu'ils te répondent, ils disent, ouais, mais là, tu vas avoir... OK, on va avoir économisé de l'électricité. Tu vas faire quoi? Tu vas donner à des grosses compagnies pour les faire venir ici? Ben, oui. Oui, parce que l'électricité qui fuit par ta fenêtre, là, elle rapporte rien pour la société. Tu comprends? Elle est perdue. Alors que si je fais venir une grosse entreprise, avec la petite électricité économisée dans chaque maison, je la donne à l'entreprise, puis elle crée 200 emplois à 125 000 par année, c'est des taxes, des impôts, c'est de l'argent, de la prospérité qui rentre dans le Québec. Ben oui. Si on la vend aux Américains, la même électricité, si on la vend aux Américains à gros prix, les prochaines années, ça va se vendre cher. Mais c'est de l'argent net, c'est de l'argent pur qu'on a payé pour nos hôpitaux. Fait que c'est pas que je veux punir le citoyen, c'est que l'électricité qui est perdue dans ta maison est perdue. Puis là, on pourrait la récupérer. Puis là, ben, on dit, ouais, mais si on veut en vendre aux Américains, on peut construire des nouveaux barrages. Oui, on va le faire. Des éoliennes, oui, on va le faire. Mais l'électricité gaspillée dans nos maisons, c'est comme un espèce de gros barrage qui est caché dans chaque maison. C'est si on a économisé un petit peu. Fait qu'il s'agit pas d'appauvrir les ménages. Il s'agit de voir comment on peut mieux utiliser l'électricité sans appauvrir les ménages, mais libérer de l'électricité. Puis là, ben, l'électricité qu'on va libérer, on va lui donner une valeur. Mais je sais, je parle dans le vide. Pour une grosse partie de la population, les gens disent « Mon compte va monter! » Mon compte va monter, puis c'est de la faute au gouvernement encore, Mario, ça. Oui, puis les gens disent « Oui, mais nous, on a une richesse d'hydroélectricité, puis on se la vend moins cher à nous autres mêmes, c'est bon? » Ben, oui et non. On a une richesse. Ben moi, si j'ai une richesse, je vais en profiter au maximum. Tu comprends? Fait que moi, je donne toujours l'exemple de mes tomates. Mettons que mon village, là, c'est un méga village producteur de tomates, le plus gros village producteur de tomates au monde. Fait qu'on va dire, on a tellement de tomates qu'on fait toutes sortes d'affaires avec, on engraisse. Tu sais, dans le jardin, là, on s'en sert comme engrais, on pogne des tomates. Mais là, moi, je vais te dire, t'as peu, là? Si je les vends au village voisin, puis ils nous payent ça 5$ du panier, hey, on va venir riche, mais avec ça, de l'engrais, on va en acheter. C'est pas parce que tu as une ressource, t'en as beaucoup, que tu as intérêt à la gaspiller. Non. Même si t'en as beaucoup, tu devrais aller chercher ton maximum de valeur, le maximum de ce que tu peux en obtenir pour l'utiliser rationnellement. Mais là, ouais, c'est une longue discussion. Tu sais, je parlais de ça ce matin à LCN, j'ai regardé les commentaires des gens après, puis je me disais... Je souhaite la meilleure des chances, M. Legault. Je souhaite la meilleure des chances, M. Fitzgibbon. Il y a quelque chose de... Faut dire que pendant... Moi, j'ai vécu ça, tu sais, quand je suis entré en politique, pendant 25-30 ans. C'était carrément de la politique. Toi, t'as pas connu ça. Tu t'as connu, tu étais né, c'était la Régie de l'énergie. Oui. C'était fixé par la Régie de l'énergie. Mais tu sais, à un moment donné, Robert Bourassa, mettons, l'année de l'élection, là, le dernier budget, là, 4 mois avant le vote. Nous allons geler les tarifs d'électricité. Puis là, les députés derrière lui... Oh! Ouais! Et là, l'année après les élections, puis la prochaine élection est loin, là, on va les augmenter de 4%. Non, mais c'est comme... Non, mais je dis... Non, c'est efficace, Mario. Hein? Ben oui, mais là, tu dis... Fait que c'était complètement... Les tarifs d'électricité, c'était quelque chose de complètement politique. Le TGLS, c'était un cadeau au monde, tout ça... Et là, t'as un peu. Là, après ça, on a dit, ben non, faut dépolitiser ça, au moins les laisser à la Régie de l'énergie. Mais c'est resté quelque chose là, dans la tradition québécoise de très, très, très politique. Économie.
On va continuer de jaser de gros dollars, Mario, parce que, mon Dieu, ça fait encore plus jaser que la tarification d'énergie au Québec, Mario, et dans le monde. Taylor Swift, oui, qui revient dans l'actualité aujourd'hui parce qu'il y a eu une publication que certaines personnes le suivent de très près. C'est la publication, là, le palmarès des plus grandes fortunes du monde du magazine Forbes, là, qui est venu finalement estimer là, la fortune de Taylor Swift. C'est ça. Parce que je suis toujours déçu. Moi, je m'attends toujours que Donald Trump soit le premier au monde. Oui. Puis il n'est pas là. Et c'est bizarre, hein? Et non, c'est M. Arnaud de Mouette Chandon, Louis Vuitton. Après ça, c'est Elon Musk. Puis c'est le gars de Jeff Bezos d'Amazon. Mais moi, je m'attends toujours dans M. Trump en haut, là. Ben oui. C'est vrai, avec une propriété de Mar-a-Lago qu'il lui-même estime à 2 milliards. À 2 milliards de dollars. Je veux dire, n'importe qui habite dans une maison à 2 milliards, Mario, devrait être un milliardaire. Mais oui, donc, Taylor Swift? Ben, Taylor Swift semble le dépasser, Mario, parce que son patrimoine au grand complet est évalué maintenant. T'sais, tout le monde le savait que ça allait être énorme. Mais... Moi, j'ai jamais milliardaire, c'est sûr. Ouais, mais là, ça n'avait jamais été dit. Ça n'a jamais été officialisé. Ça n'avait pas été officialisé. Puis c'est 1,1 milliard de dollars là, qu'on est capable d'estimer la fortune de Taylor Swift là, avec son patrimoine et tout. Mais ce qui est intéressant... Mais d'après moi, ça a déjà augmenté depuis que tu as commencé ta nouvelle il y a 2 minutes. Je suis convaincu. Imagine le cash qui rentre. Là. Mais c'est de la folie, Mario. Des tuyaux partout, là, tu sais, la piscine de Picsou, là, on nageait dedans. De partout, là. On se comprend, mais ce qui est impressionnant, c'est que c'est la première personne, là, homme ou femme, toutes catégories confondues, qui aurait atteint le milliard de dollars de fortune uniquement avec la musique. Là. Parce qu'il y a déjà eu des artistes musicaux qui ont atteint le milliard de dollars. Là. Jay-Z, Rihanna, Jimmy Buffett, mais entre avec autres. Quoi d'autre? Mais eux ont toutes sortes d'autres entreprises. Là. Si tu prends Rihanna, par exemple, elle a une entreprise de maquillage. C'est entre autres ça qui va être capable d'aller chercher beaucoup d'argent. Si je suis pour Jay-Z, je pense que lui avait une maison de production, par exemple, de disques ou a travaillé sur d'autres choses. Mais pour ce qui est de Taylor Swift, c'est uniquement musique là, qui est venu rapporter son milliard de dollars. Là. On dit qu'en moins d'un an, 361 millions de plus d'argent qui est rentré là, dans son compte en banque. Là. C'est de l'argent anti-péché, puis évidemment, mais c'est The Eras Tour, sa grande tournée mondiale qui va se finir d'ailleurs à Vancouver en décembre prochain et qui engrange là, tellement d'argent, on dit que ça va être au-dessus du milliard de dollars de recettes. Ça va être la tournée la plus lucrative de l'histoire de la musique au grand complet. Parce que sur toute la Terre, là, ces musiques sont dans les radios, les droits. Tu sais, quand je dis une machine à rentrer du cash, là, c'est vraiment ça, là, tu sais, c'est comme t'as des pompes, t'as une grosse citerne au centre, là, pis t'as des pompes pis des tuyaux partout sur Terre, là, tu pompes. Ben oui, puis imagine, en plus, elle a réenregistré ses 6 premiers albums, parce qu'elle possédait plus les droits, réenregistré tout. Elle paye beaucoup moins de monde, elle a pas, comme un peu sa propre productrice sur bien des affaires. Auteur et co-auteur de la plupart de ses chansons, elle est productrice ou coproductrice d'à peu près tous ses albums, toute sa musique aussi. Parce qu'elle, c'est une businesswoman, vraiment, là. Ben oui, elle fait juste de la musique, elle pas partie d'autres lignes de toutes sortes de cossins, mais dans la musique, elle est business au max. Là. Au maximum. Puis là, ben, son catalogue musical, c'est estimé à peu près 500 millions de dollars. Là, si du monde va aller acquérir des droits. Tout ça, là, à peu près 125 millions de dollars aussi, ben, juste d'actifs immobiliers, un jet privé. C'est un petit 10 millions de dollars quand même, ça aussi. Mais là, c'est en plus de tout ça, un film qui est passé, hein, The Eras Tour. Il y a eu ce film montage de deux de ses concerts qui s'est ramassé sur des grandes plateformes de diffusion. Puis juste au box-office, 261 millions de dollars. Je veux dire, c'est tout ça grâce à sa musique. Donc... En plus, c'est son chum Travis Kelce qui gagne quelques millions par année au football qui peut payer l'épicerie. C'est comme une partie de l'épicerie. C'est quand même quelque chose de penser que t'es... T'as quand même pas besoin de payer son épicerie au complet. Là. T'es Travis Kelce, là, tu rentres à la maison puis... Tu fais des millions, là. T'as pas une scène, là. Tu peux même pas parler de projet, tu peux... C'est quand même toute une dynamique, Mario. Le monde. Je termine rapidement sur quelque chose de beaucoup moins drôle, alors que les tensions augmentent au Moyen-Orient en ce moment depuis 2 frappes qui ont été attribuées à Israël dans les derniers jours. Une qui a été revendiquée, d'ailleurs, frappe non intentionnelle, disent les porte-paroles d'Israël, en disant ils ont malheureusement tué 7 travailleurs humanitaires d'une ONG qui était sur place, qui était là pour nourrir des Palestiniens affamés et qui sont morts littéralement dans cette frappe. World Central Kitchen, là, c'est le chef, là, Andy, quelque chose de...
Tu sais, c'est un chef qui a décidé là, de s'investir pour... et c'est cet organisme-là, il y avait... Tu sais, c'est quand même impressionnant. Il y avait un Australien, des Polonais, je pense, des Britanniques. Oui, quelqu'un de double nationalité, canadienne-américaine aussi, qui est décédé dans tout ça. Puis vraiment qui allait aider. Puis c'est une frappe. Puis il y a eu ce que j'ai compris, c'est qu'il y a eu une deuxième frappe. La première frappe avait pas tout détruit le convoi. Puis il y a eu une deuxième... Il y en a qui étaient sortis vivants de la première frappe. Et il y en a une deuxième. Disons, un complément de la même frappe, là, si tu veux. Mais quand même, si tu frappes par erreur, là, que une deuxième... Bon, Israël jure que c'est une erreur, disent qu'ils vont faire une enquête pour que ça se reproduise, mais frapper un convoi humanitaire d'une association internationale connue quand même, qui livre de la nourriture, qui jurait avoir une entente avec l'armée israélienne pour un corridor de sécurité pour transporter les aliments... Ça. Puis tu veux dire des alliés, là, des Australiens, des Européens. Non, ça a été vraiment là des réactions solides. Des réactions excessivement fortes de partout dans le monde aujourd'hui qui ont condamné cette frappe-là. Puis ça survient en même temps qu'une autre frappe qui a été faite, cette fois-ci en Syrie, puis qui aurait frappé là, un organisme consulaire de l'Iran. On se rappelle que l'Iran et Israël, c'est pas mal des ennemis jurés, puis l'Iran a juré représailles. Ça sent mauvais dans ce coin-là, Mario. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.